Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube Car Steels. Alors ici vous allez voir des expériences scientifiques sur des matériaux de toutes sortes concernant l'automobile. Embrayage, disques de frein, des moteurs, des pistons, des bielles, des vilebrequins, tout ce qui constitue nos véhicules sera décortiqué et analysé. Voilà, pour savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'une plaquette de frein peut coûter 5,50 € le lot de 100 000 et des plaquettes à 179 € les deux. Hein, il y a forcément une raison scientifique et le but de cette chaîne, ça va être de décortiquer tout ça et d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. Dans le vidéogramme sur lequel tu as cliqué, tu vas voir une analyse sur les renvois d'angle. Le renvoi d'angle est un élément technique qui relie la boîte de vitesse d'un véhicule, à savoir là c'est un véhicule Volkswagen Audi, donc Audi A3, Golf 5, etc. Cette boîte de vitesse au pont arrière, donc c'est un dispositif qui, comme son nom l'indique, renvoie un angle, tu vois, donc il reçoit une rotation comme ça, et il l'envoie comme ça. Hein. Puis de l'autre côté aussi. C'est assez bien fait, c'est assez bien fait si c'était bien fait, mais là en l'occurrence vous allez remarquer que, hélas, ce n'est pas assez bien fait que cela. Donc je vous propose de découvrir ça au travers de cette petite analyse qui commence dès maintenant. Alors on va étudier un petit peu pourquoi l'écrou du renvoi d'angle des Golf, des Gen 5, Golf 5, Audi A3, pourquoi l'écrou se dessert. C'est ça. Est-ce que tu as déjà une idée Oui. approximative du pourquoi? Ouais. Parce que le serrage 480 Newton, ça te... Ils ont compensé. En fait, en théorie, on aurait dû avoir un pas inversé sur ce type de produit. Oui. Parce qu'avec le temps, le renvoi d'angle prend du jeu et à chaque fois qu'on accélère, ça fait un clac, un petit peu comme une clé à choc. Oui. Par conséquent, ça a tendance à desserrer les écrous. Donc là, on va prouver grâce à tout cet outillage. On va pouvoir prendre des codes, des mesures, on va calculer la dureté des matériaux pour voir un petit peu, tu parlais dans ta vidéo qu'il y avait un petit dépôt qui se formait. Oui, exact. On va voir qui produit ce dépôt, l'écrou ou la base. D'accord. Donc le matériel le plus tendre, c'est le matériel qui va se fuser. Très bien. En l'occurrence, là c'est du métal. Bon, alors voici un renvoi d'angle qui, semble-t-il, n'a pas encore été auto-desserré, je vais dire, au niveau de l'écrou ici. Alors, Johan, c'est le mec qui a pas de temps à perdre, tu vois. Je le vois en train de tout mettre, je dis, bah, c'est un truc à filmer? Ouais, si tu veux. Donc là, tu vas mesurer le jeu. Oui, approximatif, puisque forcément, là, comme c'est que de l'aluminium, il est compliqué. On va essayer de faire ça assez rapidement. L'écran, on le voit même pas. Donc là, voilà, on est à 0, on descend 35. On a 3 dixièmes et demi de jeu. Largement assez pour desserrer un écrou avec les chocs. Ce bruit, donc là, on sait qu'on a 3 dixièmes et demi. Je sais pas si on l'entend, mais ce bruit-là, oui, c'est sensiblement une clé à choc. Hein. À chaque fois qu'on démarre, ça claque d'un coup et ça a tendance à desserrer. J'ai allumé la caméra une seconde trop tard, tu m'as tué, gros. Attends, vas-y. Alors, est-ce qu'il faut une lampe? Une lampe. Tu sais, la mise au point, elle me déteste, hein, mec. Alors là, les gens se disent, bah, qu'est-ce qu'ils essaient de nous montrer? Et maintenant, tu vas prendre un tournevis, puis tu vas faire ce que tu as fait. Bonjour. Ça, c'est de l'émail de fer. Hein. Donc ça, c'est un indice. Et puis, il y a quand même plus d'1 centimètre de stock. Hein, là, on a du stock. Voilà. Donc ça, c'est de la boue de métal, quoi. Ouais, c'est ça. On En fait, j'étais en train de nettoyer au pinceau et je me suis dit, mais tu es bête, enfin. Tu as une cuve. Une cuve. Une cuve. On voit plus les pièces, hein. Bon, non seulement je rince, mais surtout je fais refroidir un petit peu le bain, parce que faut pas que le fond de cuve il soit trop chaud et sec, sinon ça fait cramer les bazars. Là, on remarque une usure quand même très prononcée des roulements, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Hein. Celui-ci un peu moins, mais quand même aussi bien prononcé. D'accord. On remarque également des usures, donc c'est ce qui, tout à l'heure on avait mesuré 3 dixièmes et demi. Oui. Donc ça vient pas forcément des roulements, puisque les roulements c'est juste rotatif, donc à la limite c'est plus un jeu. comme ça qu'un jeu comme ça. Par contre,
lui, est tout bouffé. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est complètement rongé. Ouais, il est rongé, voilà. On dirait des bulles. Donc, je sais pas, c'est on trop. peut pas le voir forcément à la caméra, mais en tout cas, si on passe. Si, on le voit super bien. Si on passe notre doigt, on voit qu'il y a une cote. Ça fait des petits cratères, plein de petits trous. Comme je sais pas. Donc toutes les mailles de fer qu'on a trouvées à l'intérieur, à cause de l'usure des roulements. Ça par contre ça crée du jeu, forcément. Oui. En créant du jeu, on va provoquer le desserrage de cette vis. Parce que les 3 dixièmes et demi vont venir choquer à chaque fois qu'il y a une accélération. Donc pas quand elle est en rotation. Hein. C'est-à-dire c'est pas quand il y a une accélération déjà en mouvement, c'est vraiment quand le véhicule est à l'arrêt. L'impact de lâcher l'embrayage, un truc comme ça. Voilà, c'est l'impact au niveau de l'accélération qui vient rattraper le jeu et donc desserrer très légèrement à chaque fois davantage. À chaque fois. D'accord. Mais pas seulement, parce que s'il y avait juste un serrage à 480 Newton, on n'aurait pas eu ce problème. On a eu ce problème parce qu'il y a eu une cote qui s'est fait bouffer. Donc, ça c'est impressionnant. Attends, je vais mettre à plat. En l'occurrence celle-ci, mais pas seulement. On voit carrément qu'il y a une profondeur. Oui, là il y a à peu près 4 dixièmes d'usure. C'est incroyable comment c'est bouffé. Donc là où elle était posée également. Donc là c'est complètement rongé. Donc là le problème c'est que si je perds 4 dixièmes d'épaisseur sur cette rondelle qui était à cet endroit, si je perds 4 dixièmes, forcément la vis qui maintient le tout, elle est plus serrée à 480, mais elle va plus être serrée autour des 200 ou peut-être moins même. D'accord, ouais. Ça plus le fait du jeu fait qu'à un moment ça se dessert. Voilà. Ça c'est aussi la faute aux personnes qui démarrent le véhicule au matin de bonne heure et qui tapent dedans tout de suite. C'est fou quand même. Donc il y a aussi un deuxième facteur quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est le kilométrage du véhicule. Si celui-ci a déjà 400 000, bon, on peut comprendre qu'à un moment il y a quand même une usure qui se fasse même si tout a été respecté. Voilà. Mais globalement ce qui s'est passé c'est ça, c'est une usure roulement qu'on entend bien. Cette usure roulement provoque une usure pignon. Cette usure pignon provoque un desserrage parce que forcément à force ça glisse, on perd 3-4 dixièmes et comme ça c'est à l'intérieur comme ceci et que la vis vient se serrer ici, forcément si j'ai moins de cote, même là hein, putain, mais même là on voit que c'est bouffé. Ah oui, partout. Et du coup le machin est complètement desserré et puis après ça va en crescendo quoi. Ouais. Donc là tout est mort, il n'y a pas de... tout ça c'est poubelle. Cette vis là est foutue. Serrer plus fort ne servira à rien de toute manière. On peut le serrer à 600 Newton, ça ne change rien. La seule chose que ça va changer, c'est de casser le filet. N'ayez pas l'idée d'aller mettre du bloc presse là-dessus ou du fin filet. Là, il faut changer la pièce. Pour moi, le gros souci, c'est vraiment les temps de température d'huile à respecter quand on roule avec ce type de véhicule. D'accord. Ben voilà, c'est clair, c'est dit. Le roulement qui est usé est sensible à celui-ci. Celui-ci est complètement mort également. Hein. D'ailleurs, j'ai du mal à le faire tourner, même quand on n'est pas sur les rouleaux, il y a vraiment du mal à tourner. Idéalement, c'est de les remplacer. Donc le but, pour ceux qui ont déjà des symptômes ou qui entendent déjà des bruits à ce niveau, c'est d'arrêter tout de suite le véhicule, démonter et remplacer ces roulements par d'autres. Là, c'est passé à l'ultrason, il n'y a plus du tout de crasse, donc on voit bien vraiment, tous les cratères sont débouchés, on voit bien que les pignons sont morts. C'est ce qui prend du jeu, les 3 dixièmes et demi sont là de toute manière. D'accord. Ça, il n'y a pas de secret, les 3 dixièmes et demi sont là. Vous achetez ça neuf, il n'y a pas les 3 dixièmes et demi, vous ne les avez pas. C'est beaucoup plus ajusté que ça, on parle en centièmes. Il faut bien noter quelque chose, c'est que ça, tant que c'est dans l'huile, ça ne fait pas de bruit. Même quand c'est mort. Même quand c'est mort. Ouais, donc ouais. C'est-à-dire, vous allez voir l'occasion, vous allez le tourner comme ça, tout va bien. Il a fallu le nettoyer pour qu'il fasse ce bruit-là. Parce que les rouleaux, ils ont de la graisse dessus. En réalité, le rouleau ne roule plus. Il est enrobé de graisse. D'accord. Très pâteuse, qui ne bouge plus. Donc forcément, le rouleau glisse, donc ça ne fait pas de bruit. Mais une fois qu'on le nettoie, on voit tous les impacts sur les rouleaux. Le rouleau est mort, tout est mort, le roulement c'est poubelle. D'accord. Comme lui là-bas, lui est carrément bloqué. Donc, ouais. Donc ça a remplacé. Du coup, ça c'est un appareil qui sert à mesurer la dureté des matériaux. Oui. Et tu as une espèce de petit, comment on pourrait appeler ça? C'est un petit marteau en fait que tu armes. C'est ça. Et ensuite tu le relâches et l'espèce de rebond est calculé et il transmet l'information. Voilà, cet appareil va donner un graphique et on va pouvoir en déduire. Là c'est en HB.
Donc on va le conduire, on va le convertir ensuite en kilos. Mhm. Bon, c'est une facilité pour moi de parler en kilos, mais en HB ça marche aussi très bien. On va essayer de mesurer ça. Ah. Donc voilà, là on est quand même sur un matériau beaucoup plus tendre. Donc cet acier n'est pas traité, ça doit être un acier assez standard, type XC48 ou quelque chose comme ça. Donc là on est vraiment sur un acier basique, ce qui fait que forcément lui va s'user avant les autres. Voilà, donc maintenant on va contrôler. Donc la partie, donc là on était sur du 257. Donc cette rondelle, 257, on va vérifier la base. Sensiblement le même matériau. 266 pour 257 de l'autre côté, on est sur la même chose. Donc voilà, donc c'est pas étonnant qu'on récupère cet acier dans cet état-là. Du coup, là, le matériau qui constitue la rondelle que tu as en tes mains et celui qui constitue... Est identique. À partir du moment où je mets une rondelle qui est exactement le même matériau que ma base, c'est juste pour allonger la pièce parce qu'elle doit être trop courte. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont voulu, à mon avis, adapter cette pièce sur un autre renvoi d'angle. Sur ce renvoi d'angle, voilà. là. Donc, et forcément, ils se sont dit, on va mettre une rondelle, il doit manquer 1,5 mm, ben on met ça, puis voilà. Ce roulement-là, voilà. Ils se sont dit, il manque un peu. Hop. Alors, ça se là. Hey, Jean-Luc, c'est bon, j'ai trouvé. Tu peux monter, ça marche. Allez. Allez, En production, c'est validé. Mets le tampon. Voilà. Putain, c'est hyper grave en fait. C'est fou. Alors autant la récup, c'est vrai. Enfin la récup. Comment t'appelles ça d'ailleurs, toi qui es un industriel, comment ça s'appelle quand on reprend des plans d'une autre pièce, enfin quand on garde une pièce d'avant pour mettre sur un truc de maintenant? Ça s'appelle. C'est quoi le terme? C'est récup? Je t'avoue que j'ai jamais. Moi je fais pas ça. Donc je peux pas te donner un mot là, je connais pas. D'accord. C'est quand faut vraiment que la pièce colle au système parce que forcément si on a des choses comme ça la meilleure solution était vraiment de recréer une nouvelle pièce en fait. Ah voilà, en plus ils ont pas grand chose. Bon, ils ont pas grand chose à mon avis chez eux, ça va coûter cher, hein, donc c'est refaire cette pièce là avec un axe un peu plus long, voilà, et puis c'est tout. Il n'y avait que ça à faire, il n'y avait rien d'autre. Là, ça forcément, en mettant ça comme ça, j'en vois pas la raison. Donc là j'ai mis le roulement à l'intérieur et je vais regarder ce qui manque. Donc là il manque 2 mm et 3 dixièmes. D'accord. Voilà. 2 mm et 4 dixièmes et demi. Voilà. D'accord. Tout est dit. Bon, elle a un peu bouffé, un peu émoussé, mais à mon avis ça doit être 2-3 quoi à la base. Voilà. Tout est dit. Là tu viens de mettre en lumière un putain de défaut. Je sais pas moi, c'est un défaut, hein. Mais c'est plus qu'un défaut, c'est un de la défaut. gitanie, tu vois. Les ingénieurs chez Volkswagen sont au courant de tout ça. Donc là t'as un combo en fait. Le combo. Dès qu'on est sur de la mécanique immergée dans l'huile, il y a des temps de chauffe. Obligatoire. Temps de chauffe, ok. C'est de la mécanique, surtout par ces temps-là actuellement, il fait très froid. Dans un temps comme ça, forcément, la mécanique quand elle est gelée, au plus on est froid, plus on casse. Hein. C'est connu. D'accord. La mécanique doit chauffer, c'est-à-dire on peut rouler, mais c'est moins dangereux qu'un moteur, forcément. Puisque ça reste, c'est un engrenage, c'est un pignon, c'est pas un vilebrequin. On n'est pas aussi précis. Le temps de chauffe à froid n'est pas du tout le même. C'est juste que là, quand on roule, forcément, si on tape dedans, on tape sur la pignonnerie, alors que l'huile, elle est à moins 5 degrés, forcément, ça peut pas donner de bonnes choses à force.
Tu sais, pour faire rentrer ça dans des crânes, il faut y aller à la masse, moi. Donc, Hein à la masse. là, c'est un peu... Alors bien sûr, Volkswagen a la possibilité, c'est pas du jeu ça, a la possibilité de régler ça en un instant. S'il le désirait, forcément, tout ce qu'on voit là ne serait jamais mesuré. Hein. Les roulements, ça serait pas ça, ça serait pas du tout le même système. Et ce système-là serait fiable à 100%. C'est juste que ça coûterait pas le même prix. Alors. Peut-être que le client il est prêt à payer, bordel de merde. Parce que quand tu dis pas le même prix, c'est quoi? Ça représente quoi? 2 fois plus? 3 fois plus? Ça peut aller 10 fois plus sans souci. Hein, parce que, après, le problème, c'est que forcément, rien, ça paraît bête, mais rien que de s'amuser à faire un pas inversé, c'est pas dans leur standard. C'est pas une anglaise, quoi. Donc, tout leur outillage est prévu pour des pas métriques standards. D'accord. Ça, ils l'ont pas inventé, ils l'ont déjà pris, ils l'ont déjà l'outil. Oui, bien sûr. Forcément, si demain ils doivent fabriquer 50 000 GTI, les dernières générations avec un pas inversé, forcément ça va coûter de l'argent. D'accord. Donc on ne fait pas, ils vont à l'économie. Alors oui, bien sûr, il y a peut-être des gens qui sont prêts à payer, mais ça reste qu'une Volkswagen, c'est pas une Porsche. Oui, bien sûr. Ouais. On fait ce type d'opération sur Ferrari, Lambo, Maserati, tout ça, oui. Mais sur une Volkswagen, bon, on essaie d'adapter. Hein. Bon, alors ici, renvoi d'angle de Golf 4. Voilà. Donc là, on a la cloche de celui du 5 qui est là et le 4 qui est là. Donc on a en grande partie vu les soucis. À l'intérieur, ici on a un roulement dans celui du 4. Donc, comment s'appellent ces roulements avec des petits rouleaux très serrés comme ça? C'est comment dire une cage à aiguille. D'accord. Mais là c'est quand même une belle. Hein. Voilà. Donc là on a ça. On devait en avoir une également ici. Hein. D'ailleurs c'est marqué dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de rouleau, il n'y a plus rien, donc forcément, là on a le clocher qui sonne. D'accord. Et donc forcément, si lui il est plus tenu à son axe, parce que quand on l'a démonté, il était exactement comme ça. Oui, il était exactement comme ça. Et le pâté qu'on a retrouvé d'émail de fer, c'est les rouleaux du truc qui sont passés partout, dans l'engrenage et partout. C'est pour ça que lui il est mort. Forcément, il l'entraîne sur l'autre, hein, donc sur celui-ci. Donc celui-ci, il mort aussi. Ils ne se sont pas embêtés, ils ont pris la même chose, de toute manière. Hein. Sauf que c'est pas une Golf 4, c'est une Golf 5. Avec son petit bain d'huile indépendant, alors que là, tu circules avec l'huile de boîte, tout ça, quoi. On va dire que c'est mieux lubrifié. Et surtout, l'huile est chaude plus rapidement. Oui. Parce que là, l'huile est cloisonnée, elle chauffe comment, la huile? C'est plus long à chauffer. De l'autre côté, il y a l'arbre primaire de la boîte déjà qui tourne un peu, donc forcément ça chauffe beaucoup plus vite. Là c'est enfermé, donc forcément c'est un peu plus long, il faut dire quelques kilomètres. Du coup, peut-on spéculer sur le fait que, éventuellement, le fait qu'il n'y ait pas de communication d'huile entre le renvoi d'angle et la boîte, ça fait chauffer l'huile beaucoup trop lentement et du coup ça génère une usure prématurée? Ça doit jouer. Pour moi c'est le roulement qui a lâché avant. Ça c'est mon avis. D'accord. Particulièrement si je devrais donner un ordre, eux en premier, qui sont BZ, lui qui a pris du jeu en premier lieu, mais comme il est beaucoup plus petit, les rouleaux beaucoup plus serrés, il a dû se prendre plein de merde et puis forcément vite parti en bouillasse, donc lui disparu. Et ensuite, forcément avec du jeu en plus, et ça qui bouge, qui tient plus à sa base, forcément plus la boue entre les dents de pignon, c'est dès qu'on accélère, on engendre un desserrage. Le desserrage, c'est pour moi une conséquence d'un problème, c'est pas la cause. C'est pas le desserrage qui a causé tout le reste. C'est ni plus ni moins qu'une conséquence. D'accord. C'est les roulements le problème. On va quand même contrôler la dureté de la bague de la Golf 4, voir s'ils n'ont pas fait d'économie d'acier au niveau de dureté. Parce que ça c'est la Golf 5, on sait que c'est un acier tendre, donc forcément il s'est complètement bouffé. Ce qu'on veut savoir c'est est-ce que sur la Golf 4 on a la même dureté. Si c'est un acier dur, ça veut dire qu'ils ont fait des économies sur les rondelles, et là c'est pas bon du tout. D'accord, bon, donc on va pas spéculer, on va tester ça. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, on va prendre la vieille. Tu sais quoi, on va mettre la vieille à côté. Voilà. Regarde.
Ça, c'est la rondelle neuve, donc qui est en bon état. Et ça, c'est l'autre. Ah, d'accord. Différence. Donc forcément, ils n'ont pas la même dureté, c'est certain. Celle-ci, celle qui n'est pas usée, elle a un acier 2 fois plus résistant. D'accord. La base du problème là-dedans, c'est un problème d'économie et de roulement. Les roulements ne sont pas assez résistants, ça c'est certain. Sur ce type de produit, surtout quand on enferme l'huile dans des petits réceptacles comme ça, on doit mettre des roulements fermés. Là, ils sont ouverts, c'est des cages à ouverts. Enfin, je veux dire, on aurait préféré avoir un roulement standard, étanche. Ouais. Hein, là, ce type, c'est l'économie, hein, ça coûte beaucoup moins cher, hein, forcément. Là, on est dans de l'économie. Mais en même temps, 2000 € après le renvoi d'angle, il faut que ça s'use un jour. Hein. Attends, parce que tu es en train de dire que 2000 € c'est pas cher? Si, mais c'est juste que si on veut en vendre, il faut que ça s'use. Sinon. Ah, d'accord. Mais ça, c'est un peu. C'est comme tout. T'achètes une machine à laver, à un moment, elle va s'user, c'est normal. Alors qu'ils savent faire mieux. C'est le principe de l'obsolescence programmée, même s'ils diront toujours le contraire. Mécaniquement parlant, ils savent mieux faire. Hein. Alors, comme vous avez pu le voir, nous avons fait ici un petit déroulé des événements. Que s'est-il produit à l'intérieur de ce renvoi d'angle pour générer sa mise à mort? Tout simplement, autrefois, les renvois d'angle communiquaient leurs huiles avec la boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'on avait une capacité maximale d'huile et toute cette huile voyageait à travers les pignons de boîte de vitesse, les arbres primaires, secondaires et bien sûr ce renvoi d'angle. Tout ça, ce faisant, la température augmente légèrement parce que la boîte de vitesse est en contact direct avec le moteur et quand bien une boîte de vitesse ça peut tourner très vite. Des fois l'arbre primaire, quand tu roules à 6000 tours, il tourne à, bonne réponse, 6000 tours. Tout ça, ça chauffe, donc l'huile monte en température assez rapidement et tous les éléments, bien évidemment, sont bien lubrifiés puisqu'ils arrivent à température de fonctionnement. Tous les jeux sont faits de telle sorte. En fait, un jeu, c'est fait pour des différences de température. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, dans la compétition, les jeux sont réduits au minimum puisque tout est censé fonctionner à des températures pleine balle. Hein. Et là, le renvoi d'angle, il n'est pas pleine balle puisqu'il est tout seul dans son petit coin, il a son petit réservoir d'huile. Qu'est-ce qui peut le faire chauffer? Pas grand-chose. Et du coup, alors non seulement cette huile ne communique avec rien d'autre, mais en plus, la quantité est moindre. C'est 875 millilitres. Donc c'est pas grand-chose, quoi. Hein. Voilà, donc cette huile ne chauffant pas, les roulements finissent par se détériorer parce qu'ils ne sont pas à température. Et, hélas, d'après les analyses que nous avons effectuées dessus, hein, et d'après le ressenti de Johan, eh bien, ces roulements semblent d'une qualité un peu médiocre. Voilà, donc mauvaise lubrification plus qualité, toi-même tu sais, les roulements n'ont pas fait long feu. Voilà. La détérioration progressive de ces roulements a entraîné des résidus, parce que forcément c'est un peu comme si on les ponçait, hein, donc ça génère des particules de métal, des paillettes. Ces particules vont entre les pignons qui tournent, hein, donc ça occasionne des cratères en fait, si tu préfères. C'est écrasé, c'est concassé. Ces petits cratères viennent casser le traitement thermique. Derrière le traitement thermique, on est sur un métal qui forcément est beaucoup plus tendre que de... c'est pour ça qu'il y a un traitement thermique, c'est pour le durcir. Hein. Donc en fait, la mise à mort, elle est comme ça, très progressive. Ensuite, ça s'use, ça génère encore des dépôts. Ces dépôts-là viennent... ça devient un petit peu un blender. Tu sais, quand tu fous des glaçons, de la glace vanille, du lait pour te faire un petit milkshake, c'est à peu près la même chose. Voilà. Sauf que ton milkshake te coûte 2 € chez McDo, et là, c'est 2150 € le renvoi d'angle. Et ça ne se mange pas, bien sûr. Voilà. Une fois que tout ça c'est usé, ça prend du jeu. Une fois que ça prend du jeu, on a un effet clé à choc à chaque démarrage. Parce que forcément, une clé à choc, si tu connais pas, c'est une clé qui fait clac, 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 mais très vite. Et c'est ces impacts qui vont pouvoir desserrer des choses qui sont serrées très fort en temps normal. Donc voilà, une fois qu'il y a du jeu à chaque démarrage, tac, on a un à-coup qui vient desserrer. Une fois que ça se desserre, tu vois, voilà, c'est ce que tu obtiens quand tout meurt, quoi. C'est ce qui t'a ramené sur cette vidéo. Hein, peut-être. Gamin. Bon.
Eh bien, pour d'autres analyses scientifiques, il vous suffit d'en faire part en commentaire. Mais de toute façon, commentaire ou pas, il y en aura d'autres. Mais je veux dire, vos commentaires, vos indications, vos souhaits, vos désirs vont orienter les futures analyses vers tel ou tel élément, telle ou telle marque, etc. Mais sinon, si vous laissez couler de source, ce sera généralement du Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, d'accord ? Voilà, j'espère que cette première était convenable pour vous. Je vous salue, Johan vous salue également. Je vous transmets ses amitiés, son amour, sa tendresse. À très bientôt!